Euh, je suis un peu impressionnée parce que je n'aime pas, ou je n'ai pas l'habitude de parler au micro, donc je préfère vous le dire tout de suite. Je suis très contente que vous soyez là. Merci. Merci à tous d'être venus. Je suis très contente du lancement, du relancement du Meetup du UX Fighter FR. J'étais en train d'en parler justement avec 13 UX Fighter tout à l'heure. En fait, UX Fighter FR, c'est un Meetup que j'ai fondé en 2018 quand je suis devenue UX Fighter et que j'étais un peu perdue. J'avais besoin de rencontrer des pairs, de savoir un peu comment on travaillait dans ce métier. Et donc, ça a démarré comme ça, de façon très organique. Ensuite, j'ai confié les clés à Camille Promera, qui est là. D'ailleurs, salut Camille. À Camille Promera, Amandine Aguiche, Cyril Letton, Marianne Chalopecki, que certains peut-être connaissent déjà, qui ont extrêmement bien développé ce groupe, cette communauté, puisqu'aujourd'hui, on est 1800. Et donc, qui ont proposé énormément de talks, de sujets, de Rex, etc., etc. Et qui ont tellement bossé qu'ils ont été un peu fatigués à la fin. Donc, je suis revenue depuis janvier pour reprendre la relève et pour proposer à nouveau des moments comme celui-ci d'échange, de retour d'expérience autour de ce métier qui est très challengé en ce moment par l'IA, par le marché qui est un peu tendu aussi. Voilà, et donc je suis contente parce que Alexandre Sutra, qui est juste ici, m'a contacté il y a quelques mois pour me proposer cette opportunité-là d'animer ce meet-up avec Estelle, qui est juste ici à côté, qui va prendre la parole dans quelques secondes. Et de parler justement d'un sujet qui nous concerne tous, en tout cas au départ, quand on commence à travailler dans ce métier, c'est-à-dire comment on gère quand on est tout seul sur de l'opérationnel, comment on gère notre métier et comment on arrive à gagner un peu plus d'autonomie, prendre de la hauteur et automatiser certaines tâches, ou en tout cas évangéliser davantage, former davantage, etc. Donc c'est un sujet qui nous touche tous, je pense, ou en tout cas qu'on a tous vécu à un moment donné ou qu'on est en train de vivre pour certains. Et c'est un sujet qu'Estelle va nous partager tout de suite. Je te laisse la parole, Estelle. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, du coup, je vais commencer par me présenter un petit peu. C'est ce bouton-là? Non. Gros bouton. Voilà. Donc, quelques petits faits à propos de moi. Donc, moi, je suis arrivée chez Le Bon Coin en 2022, donc il y a 3 ans. J'ai commencé en freelance et puis après, j'ai été embauchée en CDI. Je bosse dans la tech et dans le digital depuis 2012. J'ai commencé en tant que community manager. Et j'ai été freelance pendant 6 ans. Et puis, un tour du monde après, j'ai fait une formation d'UX design en bootcamp chez Ironhack. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, finalement, la rédaction, le UX design, ça se marie très bien. Ça a même un nom, ça s'appelle l'UX writing. Donc, du coup, je me suis lancée en UX writing d'abord en tant que freelance. Et je suis arrivée chez Le Bon Coin. Aujourd'hui, on va parler de mon parcours solo au sein du Bon Coin. D'abord, vous connaissez ça, un truc très opérationnel. Et puis, comment on réussit progressivement à glisser dans l'Ops et apporter un peu plus de maturité à Le Bon Coin sur tout ce qui est design et rendre les designers un peu autonomes parce que je suis toujours toute seule. Le chemin est long, mais on est sur la bonne voie. Donc ça, c'est le sommaire de ce soir. L'introduction, c'est fait. Je vais vous parler du fonctionnement d'avant le glissement. Aussi, comment on a réussi à scaler et autonomiser les designers. Enfin, on est en train de. C'est un work in progress. Et les next steps. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, parmi les UX writers dans la salle, qui est le seul ou la seule sur son poste? Ah, ça va, c'est pas tant que ça va. Je m'attendais à plus. Donc c'est cool. En tout cas, je suis avec vous.
force et honneur. Donc les premiers pas en tant que X-Writer ici chez Le Bon Coin, c'est vraiment un fonctionnement freelance agence. Je reçois mes demandes sur Trello, j'exécute, j'ai pas de visibilité sur ce qui se passe après, il n'y a pas de suite de projet, c'est vraiment j'enchaîne, je fais les tickets les uns après les autres. Je fais quand même une checklist pour donner un semblant d'autonomie aux designers, mais bon, c'est hyper limité aussi parce que j'ai pas beaucoup de temps à y accorder. Et forcément, je pense que vous connaissez ça, il y a un sentiment d'isolement et une grosse frustration qui se crée au bout d'un moment, où on n'a pas de visibilité sur ce qui se passe et on n'est pas confronté en fait à d'autres experts, donc on ne sait pas si on est génial ou on fait complètement n'importe quoi, on ne sait pas. Et du coup, il y a beaucoup de frustration parce qu'on sent qu'on est vraiment que dans la frustration, oui, mais que dans la réaction, au lieu d'être dans la proactivité, d'être dans la stratégie. Et moi, je n'avais pas forcément le sentiment de faire un très bon travail. Et puis, il y a eu l'arrivée de Polaris. Alors, Polaris, c'était un grand projet qui est arrivé en 2023. L'idée, c'était vraiment de créer une plateforme européenne avec les 5 plateformes majeures du groupe Adevinta, donc Marktplatz, Kleinanzeigen, Subito, Milanuncios et nous, en reprenant l'interface Le Bon Coin. Et l'idée, c'était de regrouper toutes les forces P&T, donc Product and Tech, et de mutualiser en fait les designers, les équipes tech, etc. Donc déjà, premier truc que je me suis dit, cool, je vais plus être toute seule. Un copain, je vais trouver un allié. Et avec ce gros projet, il y avait 3 enjeux. Il y avait la localisation, puisque on est sur une plateforme européenne, donc il va falloir parler en anglais. Comme on est multi-brand, faut aussi faire un tone of voice. Est-ce qu'on a un tone of voice commun, différencié, comment on le met en place, etc. Et donc voir si le nombre de X-Writer disponible est suffisant. Donc suffisant non, puisqu'on était à 2 X-Writers et demi pour 80 designers. Pourquoi et demi? Parce qu'il y avait une personne qui était à mi-temps entre la research et le writing. Le changement, c'est que au lieu d'être sur Trello, on était sur Jira. Au cours des multiples réorganisations, on a fini par être dans l'équipe DesignOps. Et on s'est quand même un peu demandé ce qu'on faisait là, parce qu'on ne savait pas trop ce que ça voulait dire, en fait, d'être dans l'Ops, dans le Content Ops. Bon, ok, c'est un joli mot, mais bon. Donc, peu importe ce que veut dire l'approche Ops, on s'est dit, on va y aller, on va trouver une solution. C'est pas embaucher d'autres X-Writers, ça s'était exclu, donc voilà, c'est tout. Et on s'est dit, on va vraiment entrer dans cette approche Ops et se faire une répartition des tribes, des sujets, des différents marchés entre nous. On avait un super plan d'action en 3 piliers. Il y avait l'amélioration du produit, l'autonomisation des designers pour qu'ils puissent un peu moins compter sur nous, et nous se concentrer sur les projets vraiment cruciaux, et la localisation, bien évidemment. Donc là, on se dit, on est trop des génies, quoi. On a trouvé, c'est bon, on a la solution, ça va être génial. Sauf que là, il y a un nouvel investisseur qui nous rachète, et le plan, c'est plus ça le plan, quoi. Donc c'est la fin de Polaris. On repart en fait sur une plateforme locale, donc les questions de localisation, ça se pose plus. Le collègue, ça se pose plus non plus. Il va qu'à ses occupations en Allemagne. Et je me retrouve une UX-writer pour une vingtaine de designers. Mais j'ai vraiment pas du tout envie de retrouver le fonctionnement d'avant parce que, en fait, tout simplement, c'est pas tenable. Donc je me dis, j'ai trouvé une super solution. Qu'à cela ne tienne, je mets mon plan à exécution.
J'enlève la localisation parce que c'est plus le sujet. Et je me dis, bah, super, je vais mettre en place mon plan, c'est-à-dire 50% de mon temps sur le produit, 50% de mon temps sur de l'Ops. Donc, dit comme ça a l'air super facile, super fluide et tout. Sauf qu'en fait, évidemment, ça ne l'est pas. Déjà parce que l'idée de l'Ops, c'est pas encore clair, que ça prend du temps de prendre les infos, de lire les articles, de comprendre ce que ça veut dire, de comprendre comment l'appliquer à son organisation, de savoir ce qu'il faut faire, par quel bout le prendre et tout. Et on est quand même très très vite rattrapé par l'opérationnel et par le delivery. Et en plus, c'est quelque chose qu'on contrôle. Donc, bon, moi, j'avais quand même tendance un peu à me réfugier dans le delivery parce que, bon, c'est plus facile. Donc, du coup, bah, c'est le moment de scaler et autonomiser les product designers, puisque bah, si je suis là plus qu'à 50%, je ne peux plus faire les tickets de tout le monde. Déjà, il a fallu que je comprenne ce que c'était le Content Ops. Donc la définition, c'est quoi le Content Ops? C'est l'ensemble des process, outils et techniques utilisés par l'entreprise pour améliorer la communication et la collaboration entre les différentes parties prenantes d'un projet en matière de contenu. Super. Donc, ce que ça veut dire, c'est augmenter l'efficacité des designers en matière de création de contenu en développant des outils, en facilitant leur adoption et en créant de l'awareness autour de ces outils via la formation, par exemple. Et l'objectif, c'est de gérer la production de contenu, les contenus qui sont produits sur la plateforme, superviser le workflow et offrir du coup des process, et faciliter l'application des règles. Donc là aussi, on retrouve 3 piliers, parce qu'on aime bien les piliers. La collaboration et le travail d'équipe, donc vraiment favoriser la communication entre les différents acteurs de la création de contenu, donc surtout les product designers et puis les POPM. Une partie process, donc là c'est vraiment établir des normes et des workflows pour que ce soit facile pour que ça coule, quoi, tout simplement. Et des outils et une technologie pour justement soutenir la création, la gestion de ces contenus. Donc ça, c'est pour la théorie. Et la mise en pratique chez nous, ça donne ça. Déjà, moi, je ne voulais pas laisser mes product designers chéris comme ça dans le vent, dans le vide, sans aucune ressource, seuls et abandonnés. Donc, j'ai créé les Content Open Desk. C'est un peu le self-service. C'est McDo, venez comme vous êtes, premier arrivé, premier servi. Donc, c'est surtout pour les PM et les designers. Et ce qu'on y fait, c'est qu'ils me présentent leur sujet et je viens valider des wordings qu'ils ont déjà faits. Ou trouver des solutions ensemble. Et comme c'est premier arrivé, premier servi, souvent il y a plusieurs designers qui sont là et j'en profite pour faire passer des petits messages, des petites règles et faire un peu de pédagogie. L'objectif, c'est de réduire les allers-retours. Parce que voilà, comme ça on y va direct, on sait à peu près là où on doit aller. D'assurer la cohérence entre le design et le contenu direct. On n'attend pas d'être à la fin. Dès qu'on a une question, on vient, on peut régler le problème de suite. On n'attend pas que ce soit en prod et qu'on fasse « oula, attention ». Et en cas de gros problème, comme ça, on rattrape le coup. Hein, on les rattrape au vol. Donc forcément, il y a quelques petits challenges. Et le challenge, c'est surtout de faire venir les gens. Hein. Parce que y en a qui ne pensent pas utile, qui pensent que c'est pas utile de venir ou que tout va bien. Spoiler alerte, non.
Il n'y a pas de petits sujets, en fait. Moi, vraiment, je prends tout, et s'il faut prendre le temps, je prends le temps, quoi. Donc voilà, ça, c'est le plus gros challenge, c'est de faire venir les gens et de leur expliquer si, pour faire valider ton wording, il faut que tu viennes. Un autre outil sur la partie collaboration, c'est le Content Design System comme source de vérité absolue pour la vie. Donc là, c'est surtout à l'attention des designers et des PM. C'est vraiment, bon, vous connaissez, je ne vous apprends pas grand-chose, mais c'est vraiment la documentation qui regroupe toutes les guidelines, le tone of voice, le glossaire, les componentes et tout ça. Pour avoir une source de vérité, un document auquel se référer, et d'avoir toutes les règles et les principes de contenu réunis au même endroit, et les rendre plus visibles, et surtout expliquer le rationnel, et c'est parce que ça passe aussi par ça, la pédagogie, pour vraiment comprendre pourquoi cette règle-là, elle est là, à quoi elle sert, etc. Et s'adapter aux différents use cases du produit. Donc ça, ce sujet-là, il est clairement WIP, hein, c'est vraiment in progress, et c'est très long, en particulier quand on est tout seul. Et du coup, ça peut être un peu compliqué à mettre en place parce qu'il y a aussi des interdépendances. Donc le challenge, c'est déjà de le faire, et aussi de le rendre visible et de pouvoir évangéliser. Parce qu'on sait tous, hein, c'est génial de documenter, mais en fait, si on ne lit pas, ça ne sert à rien, quoi. Donc l'idée, c'est aussi de réussir à, d'une façon ou d'une autre, l'intégrer au workflow des designers via Figma ou via un autre process, pour que la règle soit directement disponible et rattachée aux composants. Un autre outil, c'est une definition of done. Donc on s'inspire un peu de ce qui a été fait, enfin, de ce qui est fait pour les devs. Et là, c'est vraiment l'assurance qualité. C'est la liste de critères à remplir pour que le contenu qui est créé soit à minima OK. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette liste de contrôle, d'avoir des retours aussi objectifs, parce qu'on connaît les retours, ça manque de waouh, je ne suis pas très à l'aise, j'aime pas, ce qui n'est pas du tout constructif. Donc là, au moins, on a un truc objectif. On dit, bah là, ça coche la case, là, ça coche pas la case. Voilà, c'est tout. Et ça permet d'identifier aussi les contenus qui sont suffisamment bons pour partir en prod. C'est vraiment le principe de on ne se prend pas la tête, si c'est good enough, c'est good enough, quoi. Et là, dans les challenges, bah, c'est déjà que cette checklist, elle soit utilisée, hein. C'est un peu comme pour le Content Design System. C'est bien de documenter, mais utiliser, c'est quand même mieux. Et voir comment l'intégrer là aussi au workflow. Et il faut que ce soit suffisamment court pour que ce ne soit pas rébarbatif, mais assez long aussi pour pas oublier des critères essentiels, quoi, et pas passer à côté d'un critère important. Dans la partie technologie, on est en train de créer un écosystème autour de l'IA. Donc là, c'est pour tout le monde, parce que en fait, ici, chez Le Bon Coin, n'importe qui peut être susceptible de créer du contenu, et comme ça, le contenu, il est cohérent à peu près partout, sur tous les supports, que vous fassiez une presse ou que vous fassiez des maquettes. Donc là, l'idée, c'est de créer des templates de prompts spéciaux pour le contenu, et un assistant IA dédié. Et l'assistant, il serait nourri en fait du tone of voice, bien sûr, du design system, enfin du content design system avec les composants. Pardon. Et tout ça pour autonomiser la production de contenu, en particulier chez les personnes non expertes.
parce que écrire, je vous l'apprends pas, c'est un métier. Être UX-writer, c'est un métier. Donc là, c'est vraiment se servir de l'IA générative, non pas pour se faire remplacer, mais pour offrir des contenus de création de contenus de qualité, aussi bien l'outil que le contenu produit. Et comme ça, on évite aussi les incohérences, puisque l'IA, l'assistant IA, a tout en tête dans les règles à observer pour créer du contenu. Donc là, le challenge, c'est d'arriver déjà à un niveau de contenu suffisant. Parce que, bon, des fois, l'IA, ce qui sort, on ne va pas se mentir, c'est pas de la subtilité. Notamment sur le tone of voice, c'est souvent là que le bas blesse. En fait, c'est souvent là que c'est un peu, que ça manque un peu de finesse. Donc, le challenge aussi, c'est de rester critique, de ne pas reprendre ce qu'a sorti l'IA pour argent comptant, de vraiment avoir un regard sur ce qui se passe et de ne pas perdre l'âme du produit, parce que c'est pareil, ça va assez vite sur l'IA générative. Ça a tendance un peu, alors c'est un avis personnel, à lisser le type de contenu et à être un peu bateau, et on retrouve un peu partout la même chose, quoi. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un work in progress. Donc je suis dessus, je travaille dessus, et bien sûr, je ne m'arrête pas là, puisqu'il faut être ambitieux dans la vie. Donc il y a quelques steps encore à parcourir. J'avais dit, hein, le chemin il est long. Ce qui reste à faire, du coup, c'est former les équipes. En fait, c'est de créer un curriculum qui puisse former les lead designers. Donc, nous, on a organisé avec plusieurs tribes, et chaque tribe a un lead designer. Donc, c'est vraiment les former aux principes fondamentaux du content design et à la stratégie de contenu. De faire comprendre le rationnel dans le content design system pour qu'ils l'intègrent et qu'ils puissent eux aussi participer à l'évangélisation des règles de contenu, de l'utilisation du content design system. Et vraiment, c'est important de s'appuyer sur eux pour diffuser les bonnes pratiques. Ensuite, il y a la partie content research. Donc, c'est intégrer le content à la research et vice-versa, pardon. Donc, déjà, d'intégrer plus de questions concernant le contenu dans les tests utilisateurs. Donc, là, on est en bonne voie. Je parle sous la supervision des researchers ici. Et éventuellement, de faire des tests uniquement contenu. Et d'autre part, se baser sur les résultats de la research pour créer des patterns de contenu, pour reprendre des verbatim, pour vraiment comprendre comment nos utilisateurs s'expriment, et ainsi affiner le tone of voice, affiner le côté conversationnel de notre produit. Et puis, il y a le suivi data. Parce que, comme on disait très justement au début, on est un peu en mauvaise posture. Les UX writers, il faut vraiment prouver les résultats de notre travail de plus en plus, surtout avec l'IA. Donc c'est important de se baser sur des données mesurables et quantifiables pour vraiment évaluer et justifier la production l'optimisation de nos contenus et nos décisions de wording, en fait. Donc voilà, hein, comme vous voyez, il y a un peu de taf. Donc là, bonne chance. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est un peu le moment enfonçage de porte Captain Obvious, je vous le dis tout de suite. Déjà, c'est ne pas se décourager. En fait, quand on est seul, c'est très compliqué, je le sais. Ça va vite de se décourager, de se dire que c'est trop long, qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. On est vite englué dans ces tâches quotidiennes, et c'est OK. Mais voilà, ça se fait.
Ça demande un petit peu d'organisation parfois. Ça vaut vraiment le coup de persévérer et de prendre le temps parce qu'en fait, in fine, ça va vous en faire gagner. Et puis, il faut l'adapter évidemment. Moi, je vous parle de mon expérience ici au Bon Coin, avec l'organisation du Bon Coin, avec l'équipe Le Bon Coin. Donc, votre organisation n'est clairement pas la même que la mienne. Donc, c'est vraiment important d'adapter ses outils et sa vision de l'Ops, parce que c'est mon interprétation de ce qu'est l'Ops. C'est important de faire votre propre interprétation et de faire votre propre mayonnaise, quoi. On teste. Là, actuellement, il y a des trucs qui sont en cours, des outils qui sont en cours. Peut-être que ça va pas marcher. Et c'est pas grave. On teste, on itère, on refait. Et faire appel à la communauté. Et donc, du coup, notamment la communauté UX Writers FR, parce que, un peu comme toi, Nathalie, j'ai aussi eu besoin de m'entourer d'UX Writers pour comprendre, pour vraiment creuser certains sujets, pour prendre de l'information, pour pas me sentir seule aussi, hein, clairement. C'est important de bien s'entourer. Et du coup, je voudrais aussi remercier les personnes qui m'ont aidée vraiment, moi, dans ma pratique. Donc déjà, il y a Morane Touati qui a sorti un super workspace sur Notion qui est très cool. Elle m'a pas sponsorisé, hein, c'est pas, je ne reçois rien là-dessus. Mais c'est un outil hyper bien fait et tout qui facilite. C'est vraiment un workspace hyper bien fait qui facilite la vie. Cyril Letton, qui a été administrateur du Writer FR, qui est une encyclopédie, voilà, tout simplement. Et Apolline Rouzet, qui m'a aussi beaucoup aidée dans ma pratique et qui a un super podcast que j'ai beaucoup écouté aussi pour creuser l'interview des UX Writers sur certains sujets. Un peu comme ici UX Writer FR, mais en podcast. Donc voilà, merci à eux. Et puis merci à mon équipe de designers aussi qui est formidable, je tiens à le dire. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour, merci beaucoup de la conférence. Moi, j'ai une question par rapport à ton rapport entre l'Ops et l'opérationnel. C'est-à-dire que, par exemple, tu disais que tu as les help hours. En fait, quand tu vois les designers pour parler des mini-sujets, essayer de débloquer la situation. Du coup, est-ce que tu gères encore des sujets à 100%, on va dire des sujets qui sont plus importants, qui ont plus d'impact, et comment tu jongles entre les deux, vu que la journée n'a que 24 heures et que du coup 8, une journée de travail, c'est 8 oui, heures. non, les journées, faut dormir toute la journée. Mais non, c'était plutôt ça parce que voilà, toute la partie helpdesk, c'est hyper important pour faire de la pédagogie et tout, mais parfois t'as pas le temps, t'as pas les contextes, tu fais ce que tu peux avec le temps que t'as. Exactement. Voilà. Le helpdesk, en fait, c'est une heure par semaine. À côté de ça, moi, mon temps, il est vraiment divisé 50-50. 50% pour le produit. Donc là, je travaille sur tous les sujets real estate. Donc, toutes les FT de IMO. Mais surtout quand même les sujets à plus fort enjeu, bien sûr, pour vraiment utiliser et optimiser mon temps au maximum. Et ensuite, l'autre moitié de la semaine, je le consacre à l'Ops, à lire des articles, à affiner mes outils, à travailler sur le content design system, voilà, ce genre de choses. Je fais vraiment 50-50.
et 1 heure pour du coup les autres sujets, pour les designers et les PM. Et j'ai aussi, en fait, j'ai un autre helpdesk pour le CRM, parce que je gère aussi un petit peu ça, enfin, beaucoup moins qu'avant, où là j'ai une demi-heure avec les agents CRM quand ils sont bloqués sur un push, sur un mail, voilà. Donc ça, je le fais avec eux aussi. Merci. Ça marche? Bonjour. Bravo déjà, super intéressant. Moi, je me demandais comment tu avais défini ta définition de Definition of Done, parce que je pense que tous les UX writers ici présents, on a tous souffert avec l'autonomisation des designers. Et moi, j'en ai même eu qui me disaient « Ok, mais comment je sais que mon texte est prêt ?» Et c'est vrai que Definition of Done, je crois que je ne l'ai jamais vu pour le content design, donc ça m'intéresse de savoir comment tu as fait. Eh bien, j'ai pompé. Tout simplement. En fait, j'avais trouvé ça sur UX Content Collective. Alors, ils appellent pas ça Definition of Done, mais je crois qu'ils appellent ça checklist, un truc comme ça. Donc, il y a des éléments que j'ai repris de ça. Et j'ai aussi, en fait, tout simplement demandé à l'IA de me sortir des critères. Et comme j'ai dit, il faut bien rester critique sur ce que l'IA sort. Et ensuite, j'ai fait mon marché, quoi, voilà, est-ce que les règles de base... parce que j'avais déjà fait une checklist, donc si tu veux, il y avait déjà quelques règles qui étaient comme respecter la cohérence des listes. C'est surtout... Dans le fond, il y a quand même beaucoup de règles sémantiques, hein, de commencer toujours par un verbe si vous faites une liste ou par autre chose, mais voilà. Donc j'ai pu vraiment piocher par-ci, par-là et faire cette liste-là. Mais c'est toujours, là aussi, c'est encore un work in progress, hein, c'est encore quelque chose à affiner parce que le juste milieu est assez difficile à trouver, je trouve. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une par rapport, justement, tu parles des Definition of Done. Est-ce que tu as créé d'autres outils à destination des product designers? Il y a le template research. Je ne sais pas moi qui ai créé le template research. Je suis venue me greffer au template research justement pour que les contenus soient testés, parce que souvent c'est passé à la trappe dans les usability tests et c'est dommage parce qu'en fait, du coup, même si on assiste aux tests, on n'a pas forcément beaucoup de... Enfin, on n'a pas grand-chose à manger pour affiner notre wording et c'est du coup un peu compliqué. Donc là, on vient de l'intégrer dans les templates. Je fais des présentations en gathering, donc on a un rituel où je parle de certaines choses. Et puis là, il y a l'assistant IA, c'est vraiment le gros outil, dans le sens vraiment de outil où ils vont pouvoir s'en servir eux-mêmes. Ça, c'est le gros truc. Et ça, vous l'avez déjà lancé ou Non, ça, c'est pareil. C'est un work in progress. En fait, puisqu'il faut le nourrir avec le Content Design System, que le Content Design System n'est pas fini à 100%. Voilà. Et on vient de faire juste un kick-off sur un outil qui nous permet d'être autonome sur la construction de notre assistant IA. On est tous autonomes, en fait. D'autres questions? Oui, merci pour super conférence. Je voulais savoir, finalement, un content design system, c'est pas jamais fini? Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a quand même, tu peux quand même avoir un minimum de good enough aussi, hein, pareil. C'est surtout, ce qui est un peu long et fastidieux, c'est déjà d'intégrer, parce que le design system existait avant moi, et c'est d'intégrer la partie content dans ce design system déjà organisé et que j'aurais pas forcément organisé de cette façon-là. Donc
La difficulté, c'est de s'intégrer dedans, de mettre les parties contenues dedans, au bon moment, au bon endroit. Voilà, ça c'est un peu tricky. Il y avait une question là-bas. J'ai l'impression d'être en conférence de presse, j'adore. Bonjour, Bonjour. et merci pour la présentation. Tu as évoqué tout à l'heure l'apport et la collaboration avec les équipes CRM, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu pourrais énoncer rapidement, en fait, qu'est-ce que ça apporte, tout le travail que tu as fait vis-à-vis du CRM, et à la limite, dans quelle mesure le CRM s'inscrit justement dans ton Content Design System? Alors, pour le moment, la question du CRM intégré au Content Design System, on a écarté la question. Eux aussi, ils ont en fait des guidelines. Alors, c'est pas un document hyper exhaustif, etc. Mais ils ont déjà des règles de base, différenciées, particuliers et pro, parce qu'on ne s'adresse pas à eux de la même façon nécessairement. Ils ont aussi une petite checklist, en fait, rien que pour eux. Et pour le coup, c'est vraiment pas des gens qui ont une affinité avec la rédaction de base. Donc, du coup, ils ont eu une formation aussi en writing, pas en UX, mais en copywriting. Donc ça, déjà, ça aide énormément. Et ensuite, quand ils ont une question, quand ils ont un doute, bah pareil, ils viennent me voir au helpdesk spécialement organisé pour eux, quoi. Voilà. Merci. D'autres questions? Oui. Merci, bonjour, c'était super intéressant. J'avais une petite question, on parlait d'autonomie, dans quelle mesure, alors j'ai peut-être loupé les 5 premières minutes, mais dans quelle mesure la direction de la communication ou du marketing te laisse travailler ou pas en autonomie, dans quelle mesure il y a de la collaboration, dans quelle mesure ça limite ou ça pousse? Alors, il n'y a pas vraiment de collaboration avec la com et le marketing, malheureusement. C'est vraiment cantonné aux produits. Je ne suis pas la seule qui essaye de pousser, notamment avec l'équipe de visual designer, on essaie de pousser pour pouvoir plus collaborer et plus harmoniser, parce que c'est compliqué en fait de parler sur le produit et d'affiner un tone of voice et de déterminer la personnalité de ton produit quand tu n'as pas beaucoup d'informations venant de la brand et de ce qu'ils veulent faire et dans quelle direction ils veulent aller, et ce qui peut amener parfois à une dissonance en fait entre la communication externe et le produit. Mais j'ai espoir. Merci beaucoup. D'autres questions? Moi, j'en ai une. Du coup, tu as mis en place du Content Ops. J'arrive. Je suis là. Est-ce que tu t'es inspiré de d'autres personnes, en fait, qui ont mis en place du Content Ops au sein de l'organisation? Comment tu as fait? Alors déjà, j'ai lu des articles sur le Content Ops, ce que c'était. Pour ça, UX Content Collective, il y a quand même pas mal de ressources là-dessus. Il y a Apolline qui avait fait un podcast avec une personne dont je n'ai absolument aucun souvenir du nom. Voilà, désolée pour elle ou pour lui, d'ailleurs, je ne sais même plus. Donc voilà, et c'est des petites informations que j'ai prises ci et là, et aussi je me suis basée sur les piliers du Content Ops, ce que c'est, enfin ce dont j'ai parlé du coup dans la présentation, ce que c'est la définition, comment moi je l'interprète et comment je peux la mettre en œuvre au sein du Bon Coin avec les équipes qu'on a, avec l'organisation qu'on a. Voilà, après, je peux pas dire va lire tel article et tout, parce que déjà j'ai zéro mémoire, donc clairement je ne pourrais pas te le dire. Et en fait, il existe plein de ressources,
Et voilà, on y prend ce qui nous parle, ce qui nous semble faisable, et ce dont on se sent capable aussi, parce que c'est quand même un gros bout. Faut quand même pas le négliger, ça se fait pas en un jour. Donc c'est aussi comme ça que ça se construit, quoi. Ok, merci. Je te pose la question parce que je sais qu'il y a pas mal de seniors dans cette salle. Et je pense que d'autres personnes ont mis en place du content ops. Et du coup, je serais curieuse de savoir si ces personnes ont envie de partager leur expérience. Oui. Juste, je donne du contexte. Moi, ça fait 6 mois que je suis dans une nouvelle entreprise qui s'appelle Équateur. C'est une entreprise, c'est un fournisseur d'électricité et de gaz. Donc, je viens tout juste de commencer. Soyez gentils. Mais pour moi, ce qui était très intéressant pour l'Ops en général, ça avait été vraiment de mettre tout le monde dans la même salle, côté marketing, réseaux sociaux, designers, etc. Juste pour qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise, il y a un problème, on n'est pas aligné. Et ça a marché du feu de Dieu. Parce qu'en fait, juste on s'est mis dans la salle et on s'est rendu compte que on n'avait pas des guidelines communes. En gros, même la voix d'Équateur, par exemple, c'est la voix qui fait un peu les blagues à la tonton, un peu ces trucs-là. Et du coup, par exemple, quand tu as une voix qui est très, qui est particulière, mon sujet, c'était aussi comment est-ce qu'on est sûr de ne pas faire des bêtises. Comment est-ce qu'on est sûr de ne pas tomber sur, j'exagère, une blague raciste, mais même comment on est sûr d'être tous alignés, qu'il n'y ait pas des problématiques, surtout, voilà, quand tu veux assumer ces trucs-là. Du coup, pour moi, le premier truc côté Ops, ça a été vraiment, au bout de quelques mois que j'étais là, de mettre tout le monde à la salle. Et là, j'ai lancé la machine, mais ça prend un temps fou pour essayer d'avancer, que ce soit sur les content systems. Nous, on a aussi les sujets intelligence artificielle, parce qu'il y a tout le monde qui utilise ChatGPT, mais il y a autant de ChatGPT que de personnes. Et du coup, en fait, chacun avait un résultat différent. Et du coup, ça ne marchait pas forcément. Partie glossaire, je ne vous laisse pas imaginer niveau énergie, la quantité d'acronymes qu'il y a. Mais je pense que la partie la plus importante, c'est ce que tu disais aussi, c'est aussi de trouver les designers en général, les stakeholders, qui nous font confiance, qui veulent avancer avec nous et qui nous aident dans tout ça. Parce que tout seul, c'est un travail monstrueux. Et c'est bien aussi de se reposer sur les gens et de se rendre compte que même si on est les seuls, on va dire, lead, entre guillemets, sur les Content Ops, ça aide tout le monde parce que tout le monde est plus ou moins au courant des problématiques. Du coup, mon sujet avec vous, c'est surtout voilà, ce que tu disais aussi tout à l'heure, de prendre le temps de parler avec les gens, de faire aussi de la politique, parce que sans ça, le Content Ops ne va pas du tout marcher. Donc voilà. Merci. D'autres retours d'expérience? Ah. Bonjour. Écoute, bravo pour ta presse, c'était très intéressant. Tout me semble très très familier. Moi, ça fait bientôt 3 ans que je suis en poste en tant que Content Ops. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce que tu dis, c'est que voilà, rien n'est jamais terminé. Tout est itératif. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Il faut pas le prendre personnellement. En fait, on travaille sur un produit. En fait, on travaille sur nos propres produits, nos propres process. Donc, il faut les étraîner, analyser la performance, etc. Tout est long. Dans notre travail, il n'y a rien qui est facile parce qu'on travaille à la fois avec des gens, une organisation qui est complexe, il y a des outils déjà en place, des technos déjà en place, il y a plein de choses. Donc, il faut arriver à manœuvrer, à influencer certaines choses, savoir lâcher prise quand ça ne marche pas, savoir aussi se préserver quand ça ne marche pas. C'est aussi ça qui est important. Moi, je dirais s'il y a vraiment 2 choses hyper importantes, c'est, comme tu l'as très bien dit, c'est voir ce dont on a vraiment besoin, soit dont on a besoin ou pas du tout besoin. Et c'est pas grave si les entreprises à côté ont fait des choses dont nous, on n'a pas besoin. Voilà. Et je pense que la clé, tu l'as bien dit au moment où tu parlais de former les leads, etc. Moi, je pense que la grosse différence, c'est d'avoir un manager ou un N+2 ou autre qui croit vraiment. En fait, comme tu le disais, on peut faire plein de choses pour les gens, mais s'ils n'ont pas envie de le faire, ils ne le feront pas.
Et on a beau essayer de les convaincre, de leur parler, de dire que c'est génial, ça ne marchera pas. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant d'arriver par le dessus et de montrer, de travailler avec des leads, etc., qui voient la puissance et qui vont faire ruisseler tout ça. Parce qu'en fait, c'est plus facile de travailler avec 2 personnes et de les influencer que d'en avoir 50 et de t'épuiser, quoi. Mais en tout cas, bravo, c'est hyper intéressant. Et voilà, je suis hyper contente de voir tout ce qui se passe. Quelqu'un veut parler? Je sais pas. De mon côté, moi j'avais des designers qui m'aient caché les files Figma parce qu'ils ne voulaient pas que je regarde dedans. Du coup, il faut aussi s'entourer et savoir que pour certaines personnes, c'est perdu d'avance et c'est pas grave. Ils font des trucs qui sont pas ouf, mais voilà. Et aussi la partie manager, etc., c'est hyper important parce qu'il faut aussi que nos leads soient intéressés et comprennent l'intérêt de ce que l'on fait, parce que sinon c'est impossible d'aller voir un designer ou autre personne pour qui on remplace de l'orem ipsum. Voilà. Oui, mais moi j'ai interdit le lorem ipsum. Oui, ils ont interdiction de l'utiliser. Est-ce qu'il y a d'autres retours d'expérience sur la mise en place du Content Ops? Moi, je rebondis aussi parce que je suis en train de mettre en place un content système dans la banque verte dans laquelle je suis en mission en ce moment. Et je fais aussi du Content Ops. Du coup, je comprends très bien ces problématiques-là. Je les ai vécues. Je les vis encore. Et je rebondis sur ce que disent Camille et Chiara. Je suis d'accord. C'est vrai qu'il faut avoir un lead qui soutient la mise en place de cette stratégie-là. Mais après, partir du besoin aussi des designers, ça peut être une force. Parce que je le constate, ils ont pour certains des vrais besoins en accompagnement et ils ont vraiment besoin de monter en autonomie. Et si j'arrive à comprendre par quels moyens ils produisent et quels sont leurs pain points, en fait, finalement, j'arrive à avoir des alliés de différents côtés, en fait. Donc, bon. Mais oui, effectivement, c'est un gros chantier. On est tous d'accord, je pense, pour le dire. Et ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Quand ça commence à prendre forme et qu'on voit une amélioration, c'est assez gratifiant. Donc, courage à nous tous, pour ceux qui sont dans ce combat-là. Et s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que tu veux faire un petit mot, Alexandre, avant de... Ouais, avant qu'on aille se rafraîchir et grignoter? Je veux juste rappeler, effectivement, l'équipe, c'est hyper important. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment la chance d'être entourée de product designers assez exceptionnels et d'avoir un manager qui croit aussi au sujet de l'UX Writing et qui le porte aussi, qui m'aide aussi à le porter souvent dans l'ombre. Et pour ça, vraiment, merci beaucoup. Bon, on peut l'applaudir. Merci beaucoup, Estelle. Oui, effectivement, c'est un petit mot de clôture. Donc, bonsoir tout le monde. Je suis Alexandre, je représente Le Bon Coin Tech. Le Bon Coin Tech, ce sont les équipes Product and Tech de Le Bon Coin. On développe toute la marketplace Le Bon Coin. À côté de ça, on est très contributeur, on va dire, dans les communautés. Donc, on héberge beaucoup de meet-up comme celui-ci. On était ravis de vous accueillir aujourd'hui, surtout que c'était une reprise de meet-up. Donc, ça nous a fait vraiment plaisir. Et puis, on organise régulièrement des meet-up. Jeudi, on a un autre meet-up où on accueille la communauté Women in Product Paris, avec un testimonial aussi de Julia, qui est une collaboratrice Le Bon Coin, justement sur un cas d'usage IA appliqué à Le Bon Coin. Et puis voilà, après vous nous trouvez sur des conférences, sur des salons, on est un peu partout. Et puis écoutez, voilà, j'ai été ravi que ce meet-up se soit passé. Dorénavant, je vous invite qu'on aille boire un petit verre. Il y a juste derrière, là, voilà, tout au fond à gauche, il y a tout un buffet qui vous attend, qui est mis en place. Et comme ça, on peut boire un coup et puis discuter. Voilà, merci beaucoup. Et puis bravo à la communauté UX Writer. Merci Alexandre.